Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. L'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad annoncent de nouveaux raids contre le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Selon les Nations Unies, une saison des pluies plus longue que prévue aurait offert aux combattants de la nébuleuse l'opportunité de se retrancher et de se renforcer. Les autorités congolaises intensifient leur action en faveur de la diversification économique. La République démocratique du Congo qui subit de plein fouet les conséquences de la chute des prix des matières premières. Et puis direction la planète mode en fin d'édition avec un retour sur la 4e édition de l'Ethno-Tendance Fashion Week qui a fermé ses portes ce dimanche 1er novembre à Bruxelles. L'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad annoncent ainsi décider à anéantir le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram. Les combats devraient s'intensifier après les pluies qui s'abattent toujours sur les zones de repli des combattants islamistes. Un sujet de Deogracias Podo. Les forces armées nigérianes et tchadiennes s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive contre Boko Haram. Selon les Nations Unies, le groupe islamiste aurait subi de sérieux revers en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, mais a pu se renforcer grâce à la saison des pluies plus longue que prévu en 2015. Quoi qu'il en soit, les responsables onusiens sont rassurants. Dès la fin des intempéries, les derniers bastions identifiés des terroristes seront démantelés par des raids que mèneront conjointement les soldats nigérians et tchadiens. La saison des pluies est toujours une occasion pour les groupes terroristes et les mouvements extrémistes pour se cacher dans la forêt et perpétrer des atrocités. Dans le Sahara, lorsque la saison des pluies sera terminée, les déplacements de l'armée seront beaucoup plus faciles. Et nous nous apprêtons à avoir une approche très agressive contre Boko Haram durant la saison sèche. Annoncée depuis le mois de juillet 2015, la force multinationale de lutte contre Boko Haram, qui sera basée à N'Djamena au Tchad, n'est toujours pas opérationnelle. Les observateurs déplorent un manque de progrès dans les procédures. Mais l'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad rassurent, en octobre 2015, elles avaient signé un protocole d'accord dans le cadre de la mise en place effective de la force conjointe. Dans la stratégie de riposte, le défi ne sera pas seulement militaire, mais il sera également question de garantir la sécurité des populations en tenant compte des réalités socio-économiques et culturelles. Donc militairement, je pense que les choses c'est du route, ça avance dans la bonne direction. Mais juste d'ajouter qu'il faut aussi une approche humanitaire, une approche socio-économique. Donc, de développement, une approche de développement. Et une approche de reconstruction, de reprise de l'économie et une approche globale. Le déploiement de la force multinationale de lutte contre Boko Haram est toujours attendu. 5 pays y participeront, notamment le Nigeria qui va mobiliser 3750 hommes, le Tchad 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 hommes et le Bénin 750 hommes. Les troupes interviendront essentiellement dans 3 zones autour du bassin du lac Tchad et seront dirigées par des commandants nommés par les 5 pays. Prestation de serment ce jeudi 5 novembre du nouveau président tanzanien John Magufuli. Plusieurs chefs d'État africains vont assister à la cérémonie prévue à Dar es Salaam, la capitale. Outre le président Robert Mugabe, président du Zimbabwe et également président en exercice de l'Union africaine. Plusieurs chefs d'État africains sont également attendus, notamment les présidents Uhuru Kenyatta du Kenya, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Joseph Kabila de la République démocratique du Congo et le sud-africain, le président Jacob Zuma, a noté que les chefs de l'opposition de Zanzibar seront absents. Pour eux, la crise politique issue de l'annulation des élections sur cette île semi-autonome n'est pas réglée. Et je vous le disais en titre, le président Pierre Nkurunziza lance un ultimatum de 5 jours à compter du 2 novembre à ceux qui ont pris les armes pour s'opposer à son 3e mandat. En échange, le chef de l'État burundais promet l'amnistie. Dans un message adressé à la nation en Kirundi, la langue nationale du Burundi, le président Pierre Nkurunziza a également appelé à un dialogue national qui, je cite, fera l'admiration de la communauté internationale. Les précisions de Linda Zibi et Aliun Gando. Le président Pierre Nkurunziza est revenu en Kirundi, la langue nationale burundaise, sur les événements qui touchent le Burundi depuis la fin du mois d'avril 2015. Face aux insurgés qui ont pris les armes pour contester un 3e mandat de l'actuel président, ce dernier a lancé un ultimatum de 5 jours pour qu'il les baisse.
Nous conseillons à ceux qui se rendent coupables de crimes de renoncer à cette voie qui n'aboutira à rien, car ceux qui les envoient les trompent d'autant que personne n'a revendiqué leurs actions jusqu'ici. Vous serez accueillis par les forces de l'ordre, on vous apprendra à aimer votre pays pendant 2 semaines, puis vous serez renvoyés parmi les vôtres. Lors de son discours du 2 novembre 2015, Pierre Nkurunziza a appelé l'ensemble de la population burundaise à se préparer à un dialogue national, cédant ainsi à la pression de la communauté internationale qui lui impose d'organiser une concertation nationale. Cependant, il exige que le processus de dialogue national se tienne au Burundi, histoire d'exclure d'emblée les membres de l'opposition partis en exil. D'abord, le dialogue national doit être inclusif au Burundi, comme le demandent plusieurs pays et plusieurs organisations. Et ce dialogue suppose qu'il se passe à l'étranger avec tous les opposants et la société civile, les gens qui sont à l'étranger. Donc, le problème des rebelles qui déposent les armes ou pas ne peut pas influencer le dialogue parce que on sait bien que même quand le CNDD-FDD a négocié, ils n'avaient pas encore déposé les armes. Le 2 novembre 2015, le président Pierre Nkurunziza a rappelé aux insurgés que son appel à rendre les armes était le dernier effort du gouvernement dans leur intérêt. Il a aussi demandé au ministère de la Sécurité d'élaborer avant la fin du mois de novembre 2015 une loi antiterroriste sur laquelle vont se pencher les 2 chambres parlementaires. Et puis l'Union africaine se dit profondément préoccupée par la situation sécuritaire au Burundi. Ce mercredi, la présidente de la commission de l'UA a vivement condamné la dégradation du climat politique, mais aussi la multiplication des violations des droits humains, dont les conséquences peuvent être, selon Nkosazana Dlamini Zuma, dévastatrices non seulement pour le Burundi, mais aussi pour toute la région des Grands Lacs. Et on reste d'ailleurs dans la région où les autorités congolaises revoient à la baisse leurs prévisions de croissance. La République démocratique du Congo qui voit sa croissance économique s'établir à 9% pour l'année 2016, une situation consécutive au ralentissement de l'activité économique à l'échelle mondiale, marquée pour ce pays par la chute des cours des matières premières. Arwa Barkala. La République démocratique du Congo à l'épreuve du ralentissement économique mondial pour l'année 2016. Les autorités congolaises ont revu à la baisse leur prévision de croissance. Elle sera finalement de 8,4% en 2015, en cause la chute du prix du cuivre. En septembre 2015, la société Glencore, qui assure 15% de la production de cuivre, annonçait l'arrêt temporaire de ses activités. Nous avons justement un des impondérables qui aurait pu arriver à n'importe quel moment. Le ralentissement de l'économie mondiale et de la demande, le besoin de diversifier l'économie, non seulement pour répondre de manière structurelle à cette crise, mais également pour assurer une inclusivité et une réduction de la vulnérabilité. Le ralentissement de la croissance congolaise démontre sa dépendance vis-à-vis du secteur minier, mais les efforts économiques du gouvernement pour l'application de sa politique sociale pourraient avoir un impact conséquent sur la population rurale, directement exposée à l'extrême pauvreté. 80 millions d'hectares de terres en République démocratique du Congo, moins de 10% à l'exploitation. Et l'exploitation agricole au Congo est essentiellement une exploitation de subsistance. Il y a une initiative du gouvernement qui fait un parc agro-industriel. C'est un modèle à perfectionner et à multiplier en République démocratique du Congo. Mais il faut aussi savoir que 80% de notre population vit en milieu rural. Et donc, de mon point de vue, si nous désirons faire une intégration économique, il faut donc aller chercher la croissance là où elle est, en y amenant de la performance et en la connectant au marché. En plus du secteur agricole, les autorités espèrent renforcer le climat des affaires et celui des énergies renouvelables. Le pouvoir souhaite voir le taux de croissance passer la barre des 9% en 2016. Le gouvernement a déjà revu son budget à la baisse à 8 milliards de dollars, soit 1 milliard de moins que son budget 2015. Et de la mode pour terminer, à l'image des Fashion Week internationales, Bruxelles donne rendez-vous chaque année aux fans de nouvelles tendances. Cette année, la capitale belge a accueilli du 30 octobre au 1er novembre l'Ethno-Tendance Fashion Week. Et pour cette édition 2015, l'accent a été mis sur les coiffures originales et les défilés de mannequins à mobilité réduite. Retour sur cet événement avec nos envoyés spéciaux Hortense Assaga et Paul de Singoué. Bruxelles a vibré durant 3 jours au rythme de la mode à l'occasion de l'Ethno-Tendance Fashion Week. Une manifestation organisée ici depuis 4 éditions déjà. Et pour cette année, de grandes nouveautés comme un défilé de mannequins invalides, mais aussi un grand show coiffure. Je vous propose de découvrir et d'écouter quelques-uns des participants. C'était vraiment un rêve de pouvoir participer à ce défilé
Et j'attends ça avec impatience. Là maintenant je vais passer pour pouvoir défiler, présenter la coiffure. Et j'attends ça avec impatience. C'est comme si ça me donne, ça m'élève en fait. L'idée derrière, c'est de montrer qu'on peut se coiffer simplement à la maison et être jolie avec son cheveu naturel. Du chic, du glamour, mais également de nombreux stands, des centaines de visiteurs sont venus ici durant 3 jours profiter de cet événement qui rassemblait. La mode, c'est chic, la mode, c'est éthique, la mode, c'est glamour, mais c'est également une industrie et c'est ce que tiennent à montrer les organisatrices de ce magnifique événement. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.